Bonjour à tous. Après 4 samedis de mobilisation des Gilets jaunes, marqués aussi par de graves violences à Paris ainsi qu'en région, après les annonces du président de la République lundi soir dernier, TLM vous propose ce soir une émission spéciale pour tenter de mieux comprendre où l'on en est de cette profonde crise sociale ici en région lyonnaise. Emmanuel Macron a parlé d'un nouveau contrat de grande concertation avec les maires. C'est le thème de notre émission ce soir, des Gilets jaunes au nouveau contrat social, la grande concertation. Pour en débattre avec nous, Claude, Gilet jaune lyonnais. Bonsoir. Avec un nom de famille aussi. Sagnières. Merci d'être avec nous. Bruno Bonnel. Bonsoir. Bonsoir, député de La République En Marche de Villeurbanne. Renaud Pfeffer, maire LR de Mornan et premier vice-président du département. Merci. Bonsoir. À vous. Pierre Caillard, secrétaire général de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai rien oublié? Non, merci, bonsoir. Voilà. Et puis avec nous également, mais parce qu'il n'y a pas assez de place à cette table, mais qu'on est très heureux d'avoir avec nous également, Marc Grivel, bonsoir. Maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, groupe Synergie Avenir, président de ce groupe. Merci d'être avec nous. Andrea Cotarac, juste à côté de vous, pour conseiller régional de la France Insoumise. Merci. Et puis également Muriel Kouativi, présidente de la Fédération départementale du Rassemblement national du Rhône. Bonsoir. Et puis Yvan Bachot, donc, qui nous parlera du référendum d'initiative citoyenne. Merci d'être avec nous. Alors, retour sur le début de la semaine, l'intervention du président de la République, suivie par 23 millions de personnes. Réaction le lendemain du côté des Gilets jaunes à Feyzin avec Leïla Kessi. Voyons, on se prépare pour rester un moment. Le discours d'Emmanuel Macron prononcé hier soir n'y changera rien. Installés depuis 3 semaines à proximité de la raffinerie de Feyzin, les Gilets jaunes restent mobilisés. Ce matin, ils étaient une quinzaine à se relayer. Tous se disent déçus des annonces faites par le chef de l'État. J'ai juste l'impression que en fait, c'est juste pour calmer les gens, pour que tout le monde retourne au boulot. Et puis on recommencera dans 6 mois. Voilà, moi ce que je pense, c'est que j'attendais que Monsieur le Président parle du carburant, on est d'accord. Aujourd'hui on a presque 1,50 € le gasoil, enfin l'essence. La taxe sur l'essence a été stoppée, mais juste sur 2019, on ne parle pas de la suite. On ne parle pas des 40% d'augmentation des mutuelles qui vont rentrer au mois de janvier. On ne parle pas de la hausse EDF-GDF qui rentre à partir de janvier-février. Si la colère semble toujours aussi forte du côté des Gilets jaunes, certains redoutent un étiolement de la mobilisation. De toute façon, on ne lâchera pas. Même s'il y a 3-4 personnes qui s'arrêtent en disant c'est peut-être une avancée, la majeure partie des gens continueront parce qu'on sait que le mouvement, on mérite plus et on gagnera plus. Pas question donc de lever le camp aujourd'hui, un camp occupé 24 heures sur 24 où ceux qui ont veillé la nuit se reposent le jour dans un abri de fortune créé de toutes pièces grâce aux dons. Tous les gens qui passent en véhicule s'arrêtent et nous offrent du café, du pain, des pâtes, un peu tout. De quoi donc tenir encore très longtemps. Alors Claude, entre-temps, il y a eu l'attentat de Strasbourg et l'appel lancé pour que les forces de l'ordre soient tout entières mobilisées pour la sécurité par rapport aux risques terroristes. Vous maintenez l'acte 5, Tout à fait. Malgré les appels qui montent de toutes parts. Tout à fait. Nicolas Dupont-Aignan ce soir. De toutes parts, pas forcément. Il y a effectivement des appels du pied pour qu'on arrête. Alors déjà, effectivement, j'ai une pensée quand même pour les familles des victimes. Mais il n'empêche que le mouvement qu'on maintient, il est différent. Effectivement, même si on a une pensée émue pour ce qui s'est passé, il n'empêche qu'on continuera. Et ce n'est pas parce que les forces de l'ordre vont être mobilisées ailleurs, en tout cas une partie, qu'on va s'arrêter. Le gouvernement a bien su mettre des milliers... Est-ce qu'on peut assurer à la fois la sécurité de la population et par rapport à d'éventuels dérapages comme il y en a eu ces derniers samedis quand même. Je pense que mes collègues, on est tous des adultes responsables. Si on décide de continuer le mouvement et d'être sur un point de rassemblement ou de défiler sur Paris, on en assume le risque, là c'est clair. Je pense qu'avec les 86 000 policiers, gendarmes, CRS de la BAC qui ont été peut-être certainement trop mobilisés sur les champs, je pense que même si une partie est sur Strasbourg, je ne pense pas que ça fera une grosse différence et, au niveau de la mobilisation qu'il y aura sur Paris et en banlieue.
Bruno Bonnell, vous vous dites, après les annonces du président de la République, qu'il n'y a plus lieu d'avoir un acte 5 ? Non, moi j'aime bien entendre monsieur dire on en assume le risque. Le risque, c'est aujourd'hui 6 morts, c'est 1500 blessés, dont 500 dans les forces de l'ordre. C'est la porte ouverte à des gens, comme on l'a vu à Strasbourg, qui profitent d'une situation de mobilisation. C'est des forces de l'ordre qui sont exténuées. Les 86 000 personnes dont vous parlez, il y en avait que 8 000 à Paris. Et c'est sur tout le territoire. C'est des commerces détruits. C'est des gens qui seront dans des grandes difficultés. C'est une espèce de folklore où on dit il se passe sur les ronds-points des choses qui sont bon enfants. J'ai été sur votre rond-point, on en a parlé. Mais dans les villes, il y a des casseurs. Vous ne pouvez pas juste dire ils n'existent pas. Et moi, j'en appelle aux parents, aux enfants, aux gens qui sont responsables de dire attention. Aux parents. Il y a un moment. Non, mais écoutez, je voudrais juste terminer parce que vous savez, la semaine dernière, on a fait des appels au calme. Les gens nous ont entendus en disant on va effectivement essayer de faire attention. On a relâché un petit peu la pression. Il y a eu cet acte barbare de Strasbourg qui polarise les médias. Mais rien n'a changé. Il y aura des gens qui profiteront d'un acte 5 samedi pour casser des vitrines, pour voler des voitures, pour abîmer des choses. Il y aura des gens qui détruiront en fait l'essence de votre mouvement. Monsieur. Moi, je vous invite à vous organiser. Je vous l'ai déjà dit sur le rond-point. Je sais. Vous vous rappelez, on en a parlé. Oui, J'étais un des premiers à dire que votre mouvement est un mouvement sérieux. Je ne l'ai jamais méprisé. J'ai dit, organisez-vous, mettons-nous autour de table de négociation. Mais entre Français, il y a un moment pour le combat, il y a un moment pour le débat. Le moment du débat est arrivé. Et appeler à un acte 5 avec les conséquences économiques et tardif, le danger... il est arrivé, Bruno Bonnell. Non mais attendez, la notion de tardif, c'est un autre sujet. On pourrait en parler tant que vous voulez. Effectivement, des propositions ont été faites. Moi, je ne vais pas aller vous balancer des sondages. Est-ce que c'est soutenu, est-ce que c'est pas soutenu? Je m'en moque. Je n'ai pas cru au début, je n'ai pas cru après. Ce que je crois, c'est que vous êtes sincère. Vous êtes sincère dans votre mouvement. Aujourd'hui, appeler à continuer à prendre le risque que des gens soient blessés ou puissent mourir dans le pays, les Gilets jaunes risquent d'emporter la responsabilité, malheureusement. Et je veux le contraire. C'est pour ça que je vous dis ça. Je ne dis pas ça parce que, justement, contrairement à ce qu'on a dit, on méprise le mouvement et on s'en moque. C'est parce qu'il nous intéresse qu'on veut que vous vous organisiez. Alors moi, je vais parler... On laissera parler aussi Renaud Pfeffer et parce Eric Gaillard. On veut parler des blessés, mais est-ce qu'on parle des blessés ou des décès qui sont suite à des forces de l'ordre? On va parler des personnes qui étaient comme moi pacifiques. Alors moi, je n'étais pas sur Paris, mais qui étaient pacifiques, sans armes, les bras en l'air parfois ou accroupis par terre, qui ont été matraqués, qui ont été gazés, qui ont pris des grenades lacrymogènes ou dispersantes. Est-ce qu'on parle de ces blessés-là? Je vous ai parlé de 1500 blessés, dont 500 dans les forces de l'ordre. Ça veut bien dire que je parle des Vous avez parlé des enfants? Est-ce qu'on parle des enfants, des étudiants qui ont été mis à genoux contre un mur ou à genoux en attendant... Qui venaient de voler 2 bouteilles de gaz et de l'essence pour faire une manip... Non, mais c'est anecdotique, bien sûr. On aurait préféré qu'ils fassent exploser l'école. Il n'empêche que les droits de l'homme, des citoyens... Ah oui, sont le droit de faire exploser une bouteille de gaz dans une école. Alors, ils peuvent être arrêtés, mais pas humiliés. On va laisser la parole aussi à Renaud Pfeffer et puis Pierre Gaillard. Moi, je pense que déjà, il faut faire très attention à ce qu'on dit autour de cette table. On peut pas. Moi, on entend toujours dès qu'il y a des attentats, dès qu'il se passe quoi que ce soit, pas d'amalgame. Et là, on est dans l'amalgame le plus complet. Les Gilets jaunes sont des gens pacifistes, sont des gens qui expriment une colère. Et moi, je considère que cette colère est légitime. Et il faut vraiment faire le distinguo entre les gens qui manifestent une forme de désespoir, qui est lié à un mépris, qui n'est pas tout nouveau, hein. Mais je pense que dans sa posture, le président Macron a incarné ce mépris des pouvoirs publics. Et d'un autre côté, il y a les casseurs, il y a ceux qui sont là pour piller les magasins et tout. Je pense qu'il faut concentrer les forces de police sur ces casseurs à toutes les manifestations. Moi, je me souviens des manifestations du CPE. Au sein de LR, il y a des voix qui s'élèvent pour dire pas d'acte 5 et inciter les Gilets jaunes à ne pas faire de rassemblement. Parce que la question, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des conséquences graves, économiques, et qu'il y a des débordements à côté du mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, je persiste et je signe en disant pas d'amalgame, les Gilets jaunes ne sont pas les casseurs, ce sont des citoyens comme nous tous. Moi, je suis maire d'une petite commune rurale
et je vois mes collègues autour aussi, on a perdu les services publics, les transports, les services de santé, on fait face au communautarisme, on fait face à tout un tas de problèmes de notre siècle qu'aujourd'hui aucun gouvernement n'est en capacité, auquel aucun gouvernement n'est en capacité de répondre. Donc je me dis, quelque part, il y a une vraie fracture territoriale entre les zones urbaines et les zones périurbaines et rurales. Bien sûr qu'à un moment, il faudra que le mouvement cesse, mais il faut que le mouvement cesse à partir du moment où les gens auront repris confiance. Aujourd'hui, ils ont peur pour eux-mêmes, mais ils n'ont plus du tout confiance en les politiques. Moi, je me sens complètement le cul entre deux chaises, pour tout dire. Parce que je suis un homme politique, et je m'engage dans la vie de ma cité, et je sais que les gens comme vous, aujourd'hui, vous n'avez plus confiance dans les gens comme moi. Je peux vous dire qu'on essaye d'en faire quand même des choses quand on est élu local. Pierre Caillard, pour la CFDT, quand Bruno Bonnell dit il y a le temps du combat, il y a le temps du débat, le temps du débat est venu, vous êtes d'accord avec lui ? À un moment, le débat devra permettre, je le souhaite, de dépasser les frustrations, parce que ce qu'on mesure là, c'est l'accumulation d'un nombre de frustrations très importantes qui concernent les classes populaires, les territoires délaissés, les services publics et ceux qui les font vivre, mais des politiques publiques aussi sur le plan de l'écologie, sur le plan de la justice fiscale qui n'étaient pas comprises. Ces frustrations s'accumulent et la colère se nourrit des frustrations, je dirais, des citoyens et des gens. On arrive aujourd'hui à une situation qui est extrêmement préoccupante, y compris du point de vue de la sécurité des personnes, alors qui manifestent, mais aussi de celles qui ont charge, au titre de service public, d'assurer un minimum de maintien de l'ordre. Ce que je veux signaler, c'est qu'il y a eu un très large arc intersyndical la semaine dernière qui a appelé à ce que les violences ne soient pas mises en avant au bénéfice de quelques revendications qu'elles soient. Donc à un moment, il en va de la responsabilité des organisateurs de ne pas donner de support à ce que les violences viennent, peut-être probablement à moyen terme d'ailleurs, desservir la cause légitime qu'ils défendent initialement. Andrea Cotarac, pour la France Insoumise. Je constate que les deux représentants politiques sont de droite autour de la table et les autres dans le gradin. Je vous remercie de donner la parole. Moi, simplement, je pense que le gouvernement d'En Marche n'a pas encore saisi de quoi les Gilets jaunes étaient le nom. Parce qu'on voit que sur l'ISF, 4 milliards d'euros, on les donne aux plus riches, en pensant que ces derniers vont investir dans l'économie sur la base du volontariat. On constate que les primes aux salariés pour les chefs d'entreprise sont aussi sur la base du volontariat. En revanche, lorsque le MEDEF et les grands groupes demandent au gouvernement de donner 4 milliards pour le CICE, on constate qu'ils s'exécutent immédiatement. Donc la question que je pose, c'est est-ce que le gouvernement gouverne dans ce pays ou pas ? On constate l'augmentation du SMIC de 100 euros, certes. Parallèlement, on constate 26% d'augmentation pour les ministres. On constate qu'il y a 500 000 euros de travaux à l'Élysée avec Madame Macron. On constate aussi qu'on demande, vous avez des maires ici autour de cette table, des efforts aux collectivités territoriales. Il suffit de lire le rapport de la Cour des comptes. Et que parallèlement, le train de vie de l'État, lui, explose. Édouard Philippe disait aujourd'hui, et c'est tout à fait intéressant, que pour la réforme constitutionnelle, il fallait associer le peuple. Moi, je retiens la phrase de Jean-Jacques Rousseau qui disait que la Constitution, c'était la norme suprême qu'un peuple libre se donne. Pourquoi ne donne-t-il pas la parole aux Français, un cahier de doléances constitutionnel ? Pourquoi ne donne-t-il pas la possibilité aux Français des référendums pour valider ces normes, des référendums révocatoires, donner un petit peu la parole au peuple, que le peuple reprenne son pouvoir ? Je pense que c'est ça, véritablement, ce que les Français demandent. Et évidemment, le combat écologique qui est absolument fondamental aujourd'hui et qui est largement oublié par le gouvernement Macron. Donc je pense que le gouvernement Macron... Il faut comprendre que la parole, il va l'avoir à travers les maires, Marc Grivel, avec des réunions dans toutes les régions. Certainement, il y aura des rencontres avec les maires. Mais ce que je voulais dire, c'est... Moi, j'entends bien tout ce qui vient d'être dit. Mais, pardon, on le connaît, mais on n'est pas dans le sujet. Je pense que le sujet, c'est manifestement de dire... Il y a un certain nombre de personnes qui un jour ont mis un gilet jaune et qui ont mis un gilet jaune pour dire « nous ne vivons pas bien, nous avons un certain nombre de difficultés, les fins de mois sont difficiles » et finalement, on est en train de vous le dire parce que ça se disait depuis pas mal de temps. Et quand on est maire, et Renaud Pfeffer le disait à l'instant, on sait que cette montée-là existe depuis fort longtemps. On voit arriver les difficultés d'un certain nombre de personnes, puisque les maires dans leur commune mettent des moyens pour s'occuper des personnes les plus fragiles, les unes après les autres, avec des cas différents, et on y répond. Par exemple, et c'est simplement quelque chose qui est assez étonnant,
On a mis toute une série, et on n'en a pas assez, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas forcément des gilets jaunes. Un certain nombre d'attention ou d'aide, à la fois en aidant aussi le milieu associatif qu'il fait, mais on a vu arriver, il y a 4-5 ans, dont on parle tous, c'est-à-dire les travailleurs pauvres. C'était étonnant de voir arriver, pour être soutenus par les communes, des gens qui travaillaient, alors qu'avant ils étaient soit au chômage, soit en rupture, soit parce qu'ils se séparaient, et on a vu arriver les travailleurs pauvres. Et ça, si ce n'est pas un indice qui nous a mis en toute lucidité par rapport à ce qui se passait, ce qui se travaillait, eh bien, je pense qu'avec ça, on est dans le sujet qui a été posé par les personnes qui sont aujourd'hui dans les ronds-points et qui ont vêtu des gilets jaunes. Et je pense que c'est normal qu'on ait un contact direct en tant que maire avec ces personnes-là. Muriel Coativi. Oui, alors moi, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais juste, moi, en préambule, vraiment rappeler que pour moi, ce mouvement des Gilets jaunes est légitime. Il est populaire et donc apolitique. Il doit bien rester apolitique et il est pacifique. Et en effet, et donc il a toute légitimité à se poursuivre dans le temps et à se poursuivre dans la rue. Parce que vous opposez le combat et le débat en disant le combat a cessé, il faut passer au débat. Déjà, il n'y a pas de combat. Oui, je suis d'accord avec ce Pfeffer. C'est une manifestation pacifique. Et s'il y a aujourd'hui des actes terroristes dans le pays, s'il y a une crise économique, s'il y a des violences, eh bien, il faut que le gouvernement se mette en face de son incompétence, de tout ce qu'il a fait aujourd'hui ou qu'il n'a pas fait, mais ce n'est certainement pas de la faute des Gilets jaunes qui veulent juste simplement manifester pacifiquement. Et on l'a vu, moi j'ai pu en être témoin puisque j'étais aux manifestations à Paris à l'Arc de Triomphe le 1er décembre et j'ai eu le témoignage de CRS où il y avait véritablement consigne de laisser passer les pilleurs et de laisser dégénérer cette manifestation. Donc il y a un combat pacifique qui doit être mené parce que les déclarations de M. Macron ne suffiront pas. Il n'a parlé que de pouvoir d'achat et encore quelques miettes et il n'a pas du tout réglé le problème de la justice sociale. C'est quand même un sujet important, le pouvoir d'achat. Comment ? Vous reconnaissez que c'est un sujet important, oui, le pouvoir d'achat. Je pense qu'on en reparlera on va après. En parler. Mais en tout cas, on n'a pas. Alors, on pourra parler du pouvoir d'achat, mais on n'a pas abordé la justice sociale et la démocratie. Et je ne pense pas que ce soit autour d'une table, dans un pseudo-débat, que l'on pourra aborder ces thèmes-là. On le voit ici. Il y a 4 personnes autour d'une table, et puis les autres partis politiques et des personnes. Monsieur prendra la parole. Voilà. Déjà, on part sur un débat qui n'est pas à voix égale. Et je pense que les citoyens, franchement, si j'ai encore une minute, rappelez le drame qui s'est passé ce matin. Il est révélateur de la fracture de la France d'aujourd'hui. Vous avez une personne qui est décédée parce qu'elle défendait au-delà du pouvoir d'achat, elle voulait retrouver, comme beaucoup de Français, de la dignité, un sens à sa vie. Et puis de l'autre côté, vous aviez une personne qui voulait, et dans le monde de l'argent, le monde de la rentabilité. Et il y a deux France qui se fracturent. Et je pense que ce n'est pas des débats autour d'une table qui suffiront aujourd'hui, surtout dans la façon dont on aborde la chose, à régler le problème. Donc je soutiens le mouvement des Gilets jaunes. On en revient aux annonces donc, qui ont été faites. Emmanuel Macron a parlé d'état d'urgence économique et sociale, plus 100 € pour le SMIC, la CSG pour les retraités, la hausse de la CSG qui est annulée jusqu'à 2 000 €, les heures supplémentaires défiscalisées, et puis cette prime de fin d'année défiscalisée. Plusieurs entreprises ont d'ores et déjà annoncé qu'elles allaient verser une prime défiscalisée, des grandes, mais aussi des entreprises de taille intermédiaire, des grosses PME. Témoin, la SNAM à Saint-Priest, qui est spécialisée dans les armatures métalliques. Reportage signé Gauthier Stangret. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Au surlendemain de l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron, son appel à la solidarité a semble-t-il été entendu. Comme ici dans cette société lyonnaise spécialisée dans la conception d'armatures, où les salariés toucheront une prime de Noël. Je pense que c'est une très bonne idée. L'exonération sociale et fiscale, va contribuer à améliorer le pouvoir d'achat de nos salariés. Donc on n'a pas hésité, on a pris une décision ce matin et on va donner, nous, à la mesure de nos moyens bien sûr, 200 € par salarié, ce qui va concerner à peu près 800 personnes. Si pour des multinationales comme Total, cette prime grimpera jusqu'à 1 500 €, la SNAM, elle, a fixé ce montant en fonction de sa croissance, bien aidée par l'exonération fiscale. Pour le salarié, c'est net dans sa poche et c'est parfait.
Et ça ne peut qu'encourager les gens à revenir au travail. Il faut réhabiliter le travail. Tout le monde sait que c'est une valeur fondamentale. Et sans pouvoir d'achat, sans travail, avec le chômage, on n'en fera rien. Et évidemment, pour les salariés, cette nouvelle est la bienvenue. On ne s'y attendait pas et puis ça fera toujours du bien pour passer un peu les fêtes, pour acheter des cadeaux en plus. Je pense que c'est un geste que devraient faire aujourd'hui peut-être un bon grand nombre d'entreprises françaises qui peuvent le faire, hein, bien sûr. Je trouve que c'est bien. En plus, pour la fin de l'année, c'est pas mal. Pour acheter les cadeaux, pour un peu faire plaisir, c'est pas mal, ouais. Alors, Claude Sagnard, les Gilets jaunes disent que le compte n'y est pas. Est-ce que vous reconnaissez au moins le bien fondé de ces mesures ? Non, là, pour moi, c'est de l'enfumage complet. Hein. Ça a été juste destiné à essayer de désunir le mouvement en disant on va peut-être donner quelque chose, ça va peut-être motiver certains qui vous verraient dans ces mesures une avancée. Là encore, on voit que M. Macron est un menteur, hein, parce que quand il annonce l'augmentation du SMIC, et quand on commence à creuser, le SMIC horaire n'est pas augmenté. Hein, ce qui est augmenté, c'est juste ce qui devait être augmenté, hein, donc c'est-à-dire l'indexation Donné jusqu'à 2022. Hein. Voilà, et il a juste anticipé la prime d'activité. En fait, dès 2019. Voilà, il a juste anticipé la prime d'activité qu'il a donnée en une seule fois pour les 60 € qui restaient, hein, parce que les 20 €, c'était l'indexation, la réindexation. Les autres 20 €, c'était la diminution des cotisations patronales. Donc il a juste anticipé les... Et le fait est qu'il y aura quand même 100 € de plus par mois pour les... Oui, qui fera en sorte qu'ils risquent d'être imposables, du coup. Donc d'un côté je donne, de l'autre côté je risque de ceux qui vont l'avoir. Si la CSG pour les retraités jusqu'à 2 000 €, les heures supplémentaires défiscalisées. On va revenir sur tout le reste effectivement, sachant que pour les heures pour les défiscalisations, la suppression des taxes sur la CSG, oui, ça revient en arrière quoi. C'est pas une avancée. On revient à ce qui était avant. Parce que c'est pas une avancée. Donc il faut pas le faire. Non, laissez-moi finir. On revient en arrière. Donc les gens n'auront pas une avancée, ils reviendront juste à ce qui était avant, sachant que l'indice des prix augmente tous les ans. Déjà ça. Par contre, là encore, tour de passe-place de M. Macron, hein, je vous donne un petit peu, je vous fais croire que je donne. Les augmentations des mutuelles, elles vont être de quel ordre ? Pour les salariés et surtout pour les retraités qui vont arriver bientôt. Hein. Donc effectivement, d'un côté, la CSG va baisser. D'après ce que je peux savoir, les mutuelles vont augmenter pour les retraités, pour les actifs un peu moins, mais pour les retraités au moins 8 à peut-être 9%. Donc d'un côté... C'était 40 tout à l'heure. Hein. C'est passé à 8, c'est intéressant. Ouais. Non, mais c'est plus intéressant. Après, en tout cas... C'était 40 dans le reportage. Hein. Mais, c'est passé à 8. Hein. En tout cas, si c'est 40, c'est encore pire. Donc, oui, non, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les chiffres... Bruno Bonnell, on sait qu'il y a un certain nombre de députés de La République En Marche qui avaient alerté sur la question, par exemple, de la CSG des retraités. Est-ce que ce n'est pas frustrant pour vous, moi, je voudrais revenir à soutien de la majorité, de se dire on n'a pas été écouté par notre gouvernement, par le président qu'on soutient. On peut avoir ce débat, et d'ailleurs, je suis tout à fait prêt à céder ma place et m'asseoir sur les bancs, je le précise. Hein. Tout de suite, que ça soit bien clair. S'il y a un problème d'organisation, mais tout le monde aura la parole. Mais Marc Grivel a dit la vérité. Où est le débat ? Le débat aujourd'hui, c'est qu'il y avait un phénomène d'urgence et de justice à rétablir. Le président de la République a bien dit plus 100 € sur les personnes qui sont au SMIC. Ça sera fait. On a bien dit, nous nous sommes trompés et la barre était trop basse pour les retraités et nous remontons la barre à 2 000 € au lieu de 1 200 €. C'est fait. Nous encourageons les entreprises à faire des primes en espérant qu'un maximum puisse le faire, en incitant la défiscalisation. C'est fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a prouvé qu'on était capable de se remettre en question et de se mettre autour d'une table. Pour répondre à madame qui est dans mon dos, le combat, c'est le combat des idées que vous avez menées, et c'est celui-là dont je parlais, et le débat, c'est le débat des solutions, et c'est celui-là dont je parle. Et si on y associe les maires de tout parti politique, parce que moi je suis complètement agnostique là-dessus, c'est pour dire qu'effectivement les problèmes sont allés au plus près des sujets. La problématique de Villefranche où je vous ai vu, celle de Givors, allez parler aux gens du centre commercial de Givors qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser de 50-70% et qui disent aujourd'hui
On ne peut pas supporter un samedi de plus. On ne peut pas le supporter. C'est une réalité, ça. Ce n'est pas des théories politiques. Je ne suis pas en train de me dire si est-ce que les EDL de monsieur de FI qui va me réexpliquer que la conjoncture fait que. Je suis en train de vous dire, nous sommes à 15 jours de Noël. On a des magasins qui sont dans la désespérance. Ça va énerver des gens. Moi, ce qui me fait peur maintenant, c'est que des gens dans ces centres commerciaux se disent « Non mais attends, on va les déloger nous-mêmes ». Et c'est ça qui me fait peur. C'est que la violence, elle va descendre. Elle va descendre. Et comme on n'aura pas les forces de l'ordre pour contrôler tout ça, parce qu'elles ne peuvent pas être dans tous les ronds-points de France, eh ben on aura les dérives qu'on a vues ce matin. Le drame de ce matin, c'est un drame humain. C'est pas le gouvernement qui est responsable, c'est que les gens sont en tension maximum. Prendre la responsabilité de continuer à soutenir le mouvement, comme je l'ai entendu. Les cadres politiques nationaux, les syndicats nationaux disent « Ok, moment de se mettre autour de la table ». Et continuer à les exciter. Mais c'est complètement irresponsable. En fait, je pense qu'il ne faut pas que Renaud Pfeffer et des Gilets jaunes puis entraînent plus de misère qu'il n'y en a déjà. Exactement. Je pense que c'est ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, la marmite, elle bouillonne depuis des années et des années. Sarko avait été élu sur travailler plus pour gagner plus. C'était bien la preuve que c'était déjà une question centrale. Chirac avait été élu sur la fracture sociale. Et puis, c'est vrai que le phénomène des attentats a complètement éludé la question du pouvoir d'achat et la marmite continue à bouillir. Mais moi, je pense que ce qui est grave dans ce qui se passe, moi, je trouve que le président de la République a fait des annonces, même si elles ne sont pas suffisantes, parce qu'elles, vous avez bien vu, elles ne stoppent pas la colère. Et de toute façon, la colère, elle ne s'arrêtera pas comme ça. Je pense qu'en fait, vous aviez Macron, ministre de l'économie, qui doit assumer aujourd'hui sa politique en tant que président de la République. Et aujourd'hui, sa politique, mine de rien, elle ne l'imprime pas. Parce que je pense qu'il n'a pas compris l'état du pays. Il est arrivé, on a tous eu beaucoup d'espoir, en fait, dans son élection. Moi, j'ai pas voté Macron. Mais je me suis dit, il est jeune, il est volontaire. Au deuxième tour non plus. Quoi ? Au deuxième tour non plus. Au deuxième tour, je me suis abstenu de voter. Parce qu'en fait, je ne voulais pas de ce choix-là. Voilà. Et parce que je ne le sentais pas, pour tout vous dire, en fait. Et ça peut arriver de ne pas le sentir. Et heureusement, dans l'isoloir, on est encore un peu libre. Moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que tant que les pouvoirs publics ne comprendront pas qu'ils peuvent s'appuyer sur un tissu syndical, associatif, les collectivités locales, pour faire bouger le pays, et que tout ne doit pas être géré par une forme de technostructure. En fait, ils font de la comptabilité. Aujourd'hui, Bercy a un rôle beaucoup trop important. Bercy ne fait pas de la politique. Et je crois que la noblesse de l'élu, c'est de faire de la politique, de porter des engagements et de porter la parole de ceux qui nous ont désignés. Voilà. Et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui. En fait, il y a un grand vide de démocratie dans ce pays parce qu'on ne s'appuie pas sur les acteurs de terrain. Pierre Caillard sur ces mesures, et puis on va parler justement de cette grande concertation et donner la parole à Yvan Bachot, qui ne l'a pas encore eu. 3 éléments. Un peu technique, sur la mesure des heures sup, comme celle sur la prime de fin d'année, les heures sup, il y a un effet contradictoire sur l'emploi qu'on peut potentiellement attendre. Et quand bien même, ça correspond à des aspirations individuelles qu'il faut respecter, qu'il faut entendre. La défiscalisation, ça renvoie aussi au fait que ce qu'on appelle les taxes sociales, toutes les dépenses sociales, elles constituent paradoxalement autant de filets de sécurité pour ceux qui à un moment ont une difficulté face à l'emploi, pour ceux qui ont d'autres difficultés en termes de santé, pour la politique familiale. Donc l'ensemble de ces éléments, ces cotisations sociales, elles servent aussi à alimenter des politiques de solidarité et des politiques de solidarité intergénérationnelle ou à l'intérieur d'une même génération. Deux éléments complémentaires. Quand on bénéficie de 100 € de plus à la fin du mois sur un SMIC qui vaut 1 163 € net, je crois que ça compte pour les personnes qui sont dans ces situations-là. Par ailleurs, ce sont aussi parfois des personnes qui sont à temps partiel, des personnes qui ne bénéficient pas d'une évolution de salaire, qui n'ont pas d'accès à la formation qui leur permettrait d'avoir un autre parcours professionnel. Et il me semble que c'est quelque chose à prendre en compte. Enfin, les aspirations initiales ne concernent pas que la question des impôts. Elles concernent aussi une forme de défiance vis-à-vis du contrat social, du pacte social, la question de la place de chacun dans la société. Et de ce point de vue-là, moi je m'inscris en faux vis-à-vis
vis-à-vis de l'idée que débattre en tant que tel, ça n'apporterait rien. Il faut bien sûr des sujets. Ça peut être débattre des mobilités dans les territoires, débattre du logement et des conditions dans lesquelles on peut baisser le coût du logement et progresser sur l'efficacité énergétique. Le débat, c'est aussi se reconnaître les uns les autres. Donc le débat, en aucun cas, je ne souhaite qu'il soit caricaturé. On en a besoin à l'échelle de la société, on en a besoin dans les entreprises, et c'est par cela qu'on trouve, qu'on co-construit des solutions qui donnent à chacun une dignité. Le débat, on va rappeler que Laurent Berger l'avait proposé dès le 17-18 novembre et qu'à l'époque, Édouard Philippe lui a répondu « Non merci, c'est pas ça le problème ». Peut-être que c'était un moment où il était encore possible de le poser dans des termes moins manipulés, moins instrumentalisés, y compris par les partis politiques et par ceux qui attisent les colères et qui n'ont pas la vision d'une concorde sociale par laquelle la France, notre pays, s'est parfois illustrée et pourrait sortir de là. Alors, cette grande concertation, Emmanuel Macron a dit qu'on allait tout mettre dedans, ou presque. La prise en compte des corps intermédiaires, le rôle clé des maires, qu'on pourrait parler absolument de tout. Et Yvan Bachot, lui, il a une solution, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Expliquez-nous ce à quoi ça correspond. Alors, je fais partie donc d'une association qui s'appelle Article 3, dont l'unique objet, qui est pour la démocratie représentative, mais à condition qu'il y ait dans la Constitution le référendum d'initiative citoyenne en toute matière, y compris constitutionnelle et de ratification des traités. Cette association fait partie d'un collectif qui s'appelle clickric.org et qui a la même revendication. Alors j'ai deux choses à dire. La première, c'est que le gouvernement porte l'entière responsabilité des désordres sociaux et des conséquences, et je vais en apporter la preuve. Le 2 août 2017, M. Castaner a annoncé sur RMC la fin d'un monde, celui où on donnait des droits théoriques aux gens, comme le droit du travail, le droit au logement dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution, et lui devait donner des droits réels aux citoyens. Notre association, ça fait donc plus d'1 an, a écrit à Castaner, Macron et Édouard Philippe en leur disant « Mais le premier des droits réels à donner aux citoyens, c'est celui d'exercer la souveraineté nationale qui nous appartient, mais en théorie seulement, dans l'article 3 de la Constitution. » Et ils n'ont jamais répondu. Et donc, les citoyens, si les citoyens disposaient du référendum en toute initiative citoyenne en toute matière, ils pourraient demander l'abrogation des lois qu'ils estiment inappropriées ou injustes et les syndicats pourraient faire des propositions construites, financées, et si le gouvernement ne les acceptait pas, les soumettre à l'arbitrage du peuple. La deuxième chose que Alors, à partir de combien on peut déclencher un référendum ? Peu nous importe. Notre article donne toute liberté aux parlementaires. Il faut quand même mettre un niveau, parce que sinon... Non, on ne met aucun niveau. On ne va pas faire des référendums tous les jours non plus, non ? Comment ? On donne la responsabilité des modalités au gouvernement, au Parlement. On ne peut pas être mieux. Ils ont mis un seuil à 10%. Mélenchon propose, quand il y pense, un seuil à 10%. Et le gouvernement l'a mis à 10% pour le référendum totalement bidon de l'article 11. Il ne mettra sûrement pas moins pour les citoyens, mais on s'en fiche du moment qu'on peut, par référendum, demander la modification. La deuxième chose que je voudrais dire, et qui est très importante, qu'on a écrit à M. Macron et Édouard Philippe, c'est qu'on ne fait pas dialoguer des pots de terre et des pots de fer. Alors j'invite tous ceux qui sont invités à dialoguer à ne pas y aller s'il n'y a pas dans la Constitution la promesse que dans la prochaine réforme, il y aura le référendum d'initiative citoyenne en toute matière et que les gens mécontents des 3 mois de consultation pourront en appeler à l'arbitrage de la population. Et je voudrais dire, je termine par une citation, bien que je sois plutôt inculte, « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Et l'entrée du RIC dans les médias me fait penser que nous allons gagner. Alors, référendum d'initiative citoyenne, c'est aussi une idée de Jean-Luc Mélenchon, Andréa Cotarac ? Oui, nous sommes même pour la 6e République, à savoir que ce soit le peuple français lui-même qui propose et qui refonde cette norme suprême, à savoir la Constitution, celle qui régit les rapports entre les citoyens, les institutions, les prises de décision. Mais sans aller jusque-là, on voit aujourd'hui, encore une fois, vous avez des maires
On a fusionné les régions, on a fusionné les communes, on métropolise la société, c'est-à-dire qu'on éloigne de plus en plus le pouvoir des citoyens. Et ça, c'est Nicolas Sarkozy, c'est En Marche, Emmanuel Macron. Mais je voudrais revenir simplement à la concorde nationale, puisque c'était le sujet au départ. Celui qui aujourd'hui pense qu'Emmanuel Macron va céder se trompe. Aujourd'hui, les mesures qu'il a prises sont faites pour calmer les gens. Elles sont quasiment toutes provisoires, c'est-à-dire que dans quelques mois, on va être encore une fois là, dans la même situation. J'entendais un gilet jaune qui me disait « ce sont des miettes, et les miettes, c'est fait pour des pigeons. Et nous ne sommes pas des pigeons. » Donc à un moment donné, les revendications des gilets jaunes, me semble-t-il, sont déjà évoquées. Il ne reste plus qu'au gouvernement d'agir. Il a donné, je le répète, 40 milliards au CICE. Donc l'argent existe. Il faudrait simplement poser les choses. Je dirais simplement un autre débat. Emmanuel Macron aujourd'hui dit il faut parler aux maires, parler aux collectivités, mais ça fait des années qu'on lui demande d'arrêter l'austérité, d'avoir des moyens, et c'est silence radio. Aujourd'hui, une fois qu'il y a les gilets jaunes, une fois que le peuple français se réveille, il dit que malheureusement ils se sont trompés et qu'il faut revoir les choses. J'aimerais simplement finir sur un point, sur l'appel à manifester ou pas. Vous avez deux personnes sur cette table, je parle politique, LR et LREM, qui disent la même chose, à savoir il ne faut pas manifester. Éric Ciotti l'a dit, c'est un danger, on mélange les terroristes avec le peuple français. Je pense que c'est très grave. Les gilets jaunes ne sont pas des terroristes. Aujourd'hui, on a besoin de concorde nationale, donc on ne va pas taper sur le gouvernement tout de suite, mais celui qui a supprimé 12 000 policiers et gendarmes s'appelle Nicolas Sarkozy. Celui aujourd'hui qui épuise les forces de l'ordre s'appelle Emmanuel Macron. Ils n'ont pas de jour de repos, ils sont sur le terrain à chaque fois, on leur donne des primes, on saupoudre tout ça. Et concernant le terrorisme, pardon, mais le dernier président à avoir fait un selfie avec le prince saoudien qui, on le sait, finance le terrorisme, ce Dexter du Moyen-Orient, celui qui découpe des gens, il s'appelle Emmanuel Macron. Donc en termes de terrorisme et de danger public et de sécurité nationale, je pense qu'En Marche devrait être un peu plus humble qu'il ne l'est aujourd'hui. Andréa Cottarec, quand même, quand M. Ruffin, devant l'Élysée, fait une déclaration en citant quelqu'un, mais en disant, en gros, Emmanuel Macron va finir comme Kennedy, est-ce que c'est pas gravissime quand même ? Écoutez, mais je ne vais pas condamner ou pas, parce que je n'ai pas, pour être honnête avec vous, écouté ce qu'a dit M. Ruffin. Peut-être que vous avez coupé la phrase. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'à la France Insoumise, nous avons toujours été pacifistes. Notre programme en 2017, c'était le vote. Encore une fois, le vote. Aujourd'hui, nous avons déposé une motion de censure à l'Assemblée nationale, justement pour permettre le débat démocratique. Et c'est pour ça qu'on est opposé à Emmanuel Macron, parce que ce que je constate, c'est que celui qui est passé en force par ordonnance, qui a dit que les Français étaient des illettrés, des Gaulois réfractaires, des moins que rien ou des alcooliques, c'est lui. Donc je pense que c'est véritablement la confiance du peuple français vis-à-vis du gouvernement qui est en jeu, et je pense qu'on peut faire autrement. Alors on va être obligé de libérer Bruno Bonnell et Renaud Pfeffer, qui tous deux ont un engagement immédiat, sachant qu'on a eu un petit souci technique qui explique la raison pour laquelle on va être obligé de les libérer. Renaud Pfeffer, je voudrais qu'on dise un mot par rapport à cette grande concertation sur les initiatives que vous avez prises, vous, à Mornan, dans le domaine social. Oui, je crois qu'on peut avoir des idées qui émanent du terrain, et d'ailleurs on a besoin d'être entendu, parce que moi en tant que maire, j'avais senti cette question du pouvoir d'achat dès mon élection, et j'avais lancé la première mutuelle communale de France. Les gens faisaient entre 80 et 120 euros d'économie par mois. J'ai lancé un contrat d'énergie groupé, j'ai lancé la solidarité réciproque. Là, on a fait une prime à l'achat de boîtiers. Non, tout ne vient pas d'État. Il y aura des tas d'initiatives locales. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est vrai que nos dotations ont été fortement diminuées sous le mandat de François Hollande, que malgré les engagements pris au début de ce mandat, 22 000 communes aujourd'hui ont vu leurs dotations diminuer. Je pense qu'il faut redonner des moyens aux initiatives. Il ne faut pas arroser les collectivités en arrosant le désert, mais il faut arroser quand il y a des initiatives. On va vous libérer. Bruno Bonnell aussi, on va vous libérer. Dans cette grande concertation, on va tout mettre comme l'a laissé entendre Emmanuel Macron. Et il va en ressortir quoi finalement ? Il y a 5 piliers de discussion sur la grande concertation. Ça va être organisé. Mais je voudrais profiter de la dernière minute pour répéter que c'est l'heure du débat. Je suis inquiet, et je voudrais que les gens qui nous écoutent le sachent. Je suis inquiet. Si on recommande, encore une fois, d'aller d'une façon provocatrice, sincère ou pacifiste, d'aller sur cet acte 5, il y a un moment donné où les gestes qui ont été faits sont significatifs et il faut y aller. Dernier point, je mets en garde, parce qu'effectivement, j'ai entendu la remarque de la France Insoumise. Je me rappelle que M. Mélenchon, sa première déclaration après le 4 décembre a été de dire
que c'était des violences résiduelles que nous avions vues à Paris. C'est celles qui ont démoli l'Arc de Triomphe, qui ont défiguré la République. Donc attention quand même au déséquilibre entre les mots et les actes. Et les actes sont sérieux. Merci, on vous libère tous les deux. Je vais donner la parole à Marc Grivel. J'aimerais qu'il nous dise, lui en tant que maire, Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, président d'un groupe à la métropole, qu'est-ce qu'on va mettre dans toute cette discussion, dans toute cette négociation, cette grande concertation? Moi, ce que je voulais dire, puisqu'on a tout à l'heure entendu parler de référendum, je voulais en tout cas dire, à partir du moment où on est maire, et quand on fait le boulot plutôt bien, on est au contact des concitoyens tous les jours. Et en quelque sorte, si on ne fait pas bien le boulot, c'est qu'on n'est pas en situation de référendum permanent. On l'est, parce qu'on sait très bien que si on répond aux attentes quotidiennes ou pas, ou à long terme de nos concitoyens, parce qu'on a été élus pour ça. Et je rappelle que si on veut faire passer un certain nombre d'idées en matière de faire référendum, il ne faut pas oublier non plus que les élections aussi existent. Et qu'à partir du moment où il y a des élus, il ne faut pas non plus affaiblir les élus qui ont des mandats finalement très courts en multipliant les référendums sur tous les sujets. Donc je suis assez perplexe par rapport à ça. Ce qu'on peut attendre des maires, c'est tout simplement, ça vient d'un constat qu'on peut faire au niveau des ronds-points, en tout cas des points où on a trouvé les gilets jaunes. C'était assez caractéristique de voir qu'il y avait la multiplicité des demandes, souvent très justifiées. C'est vrai que c'est assez épars. Et on a profité pour en dire, mais finalement, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent simplement qu'on écoute toute une série de situations qui n'ont pas été réglées jusqu'à maintenant. Et j'ai été frappé aussi... Ils n'ont pas été réglés depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et j'ai été aussi frappé que, justement, à ces endroits-là où tous les gens se regroupaient, il y avait toutes les générations. Et pour une fois, il y avait, pardonnez-moi, prenez pas ça dans le mauvais sens, il y avait des femmes. Et elles étaient là, et elles restaient là, et elles avaient 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est une caractéristique forte. Donc ça veut dire que c'est effectivement un mouvement de fond qui vient de la plupart des citoyens. Et quand on parle des maires, c'est une façon aussi de vous dire que nous avons cette capacité, là où nous sommes, de répondre quasiment au cas par cas. C'est pour cela que d'une certaine manière, après un peu d'aveuglement, ou en tout cas de manque de regard, que le président de la République s'est rendu compte qu'il y avait quand même à peu près 35 000 à 36 000 maires qui pouvaient aussi jouer un rôle en contact direct avec un certain nombre de personnes qui aujourd'hui ont des gilets jaunes pour faire connaître ce dont ils ont besoin. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on le fasse passer. Vous le croyez sincère aujourd'hui quand il parle de décentralisation ? Aujourd'hui, non. Non, parce que je pense que ce qui est dit, c'est peut-être le retournement par rapport à ce qu'on constatait jusqu'à maintenant, c'est qu'on avait partout, et notamment aussi à la métropole de Lyon, une centralisation rampante. Et je fais juste une mention. Quand on est dans la métropole de Lyon et qu'on change le système électoral, qui en 2020 écarte pratiquement la moitié des maires, c'est un non-sens par rapport à ce que je viens de dire. Les maires doivent être là. C'est le combat des maires des petites communes. Et le relais nécessaire par rapport à tout ce qu'on vient de dire ce soir. Donc c'est ça qui est important aussi. Donc j'espère qu'on reviendra aussi sur ce mode électoral-là. Merci Marc Grivel. Alors je vais proposer à Andréa Cotarac et à Madame Coativi de rejoindre cette table en prenant un micro, évidemment. Avec eux. Et je voulais demander à Claude, vous, cette grande concertation, est-ce que vous allez y participer ? Parce que c'est aussi le problème de ce mouvement, c'est de savoir si le gouvernement peut avoir un interlocuteur avec les Gilets jaunes, sachant que ça a été très compliqué d'avoir des représentants, que certains ont bien voulu venir, mais ils ont été désavoués par d'autres au sein du mouvement. Est-ce que vous allez participer à cette... Pour l'instant, pas que je sache. Pour l'instant, j'ai déjà, au député Bonnel, quand on s'était vu déjà sur Villefranche, je lui avais soumis déjà des revendications qui apparemment n'ont pas forcément été entendues. Je pensais qu'effectivement, il pourrait... j'avais espoir que ça ferait écho au niveau de M. Macron, parce que quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, moi, je lui avais dit à l'époque que les 80 à 100 milliards d'évasion fiscale par an, si on les met sur la table et qu'on rajoute les 20 milliards par an du CICE qui n'ont pas créé ou peu créé d'emplois et peut améliorer la compétitivité des entreprises. Il faut peut-être éviter que certains disparaissent. Alors, ça m'a fait doucement sourire qu'effectivement, M. Macron dit d'un côté j'enlève l'ISF je la remplace par l'ISI pour éviter que les gens partent à l'étranger, mais d'un autre côté, l'exit tax et la flat tax
qui empêchaient un petit peu plus les évasions fiscales, eh ben, je les enlève. Donc d'un côté, c'est un arnaqueur, M. Macron. Hein, il dit d'un côté, j'enlève l'ISF parce que sinon les gens risquent d'aller voir ailleurs, de quitter le pays. Et d'un autre côté, l'exit tax, eh ben, on la supprime, qui était justement là pour l'évasion fiscale. Donc si on remettait sur la table les 80 milliards, les 20 milliards du CICE et les 4 milliards de l'ISF réintroduits, on a 104 milliards. 104 milliards qui pourraient être redistribués. Pierre Caillard, je voudrais qu'on revienne aussi sur la question de la transition écologique, parce que la première proposition de négociation, qui est la main tendue de Laurent Berger, c'était sur cette question de la transition écologique, l'évocation de lutter à la fois contre la fin de la planète et pour la fin de moi. Les deux ne sont pas antinomiques, mais comment arriver à les concilier ? Effectivement, il y a des équilibres à retrouver parce que le monde tel qu'il est et tel qu'il évolue va nous confronter à une hausse moyenne des températures telle que le dérèglement climatique sera irréversible. On a déjà passé une hausse moyenne des températures supérieure à 1 degré dans les 30 dernières années, et on a devant nous une trajectoire liée à la production irraisonnée et au déficit de régulation mondiale qui va nous amener à laisser la planète dans un état complètement dévasté aux générations futures, ne serait-ce qu'en termes de hausse des températures, mais aussi de tout un tas de phénomènes climatiques qu'on ne pourra plus réguler. Mais ça, si on veut aujourd'hui le traiter, il y a des enjeux qui se jouent à l'échelle mondiale, qui se jouent à l'échelle européenne et dont on peut aussi apporter notre contribution localement. Mais nous, on a 5 éléments qui nous semblent essentiels. D'abord, il faut acter que sur le vivre ensemble, il y a une problématique qui se pose au-delà même de la question des taxes, qui est celle de la reconnaissance des citoyens, quels qu'ils soient, en particulier ceux qui se sentent délaissés par les politiques publiques et par les évolutions des rémunérations. Le patronat a toute sa place aujourd'hui pour enfin reconnaître dans la répartition des rémunérations la place qu'occupe le travail dans la production des richesses. 2, il faut qu'il y ait donc plus de justice sociale et fiscale. Une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu. Augmenter l'impôt sur les patrimoines. La suppression de la flat tax a été dit. Il faut plus de justice fiscale dans ce pays. Enfin, qu'on affirme la volonté de lutte contre le changement climatique. Et pour cela, le pouvoir d'achat, bien sûr, mais ça peut aussi se jouer au travers d'aides pour le transport pour les plus modestes ou qui sont obligés de prendre leur véhicule, au travers d'aides sur le logement. Et ça ne va pas se jouer de la même manière si on parle à l'échelle de la métropole dans l'hypercentre que dans les zones périphériques. Ça ne se jouera pas non plus au niveau régional, pareil à Lyon qu'à Clermont ou que dans les zones montagneuses. Donc ça nécessite de trouver, de co-construire des solutions ensemble à l'échelle des territoires avec chacun qui doit pouvoir y prendre sa place. Muriel Coativis, c'est une concertation, vous dites chiche, banco, on y va, on y sera nous Alors oui, moi avant de commencer à parler sur le fond de la concertation, moi j'aimerais m'exprimer sur la méthode. Et j'avoue que je suis un petit peu sceptique. D'abord pour le référendum d'initiative citoyenne, puisque j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer. Vous savez combien on défend et même on a proposé cette solution, puisqu'elle faisait partie des propositions de Marine Le Pen au moment de la présidentielle, le référendum d'initiative citoyenne avec 500 signatures d'électeurs. De même, nous proposions que la Constitution ne puisse plus être modifiée autrement que par référendum. Aujourd'hui, on vous signe des pactes, des traités en catimini sans demander l'avis des Français. Également, évidemment, nous demandons encore toujours, et aujourd'hui comme hier, la proportionnelle à l'Assemblée nationale. Quand M. Bonnel ne sera plus là pour me répondre, mais vraiment, je veux mettre un point... Ça a été évoqué, c'est le renforcement de la proportionnelle. Oui, c'est toujours évoqué, mais on n'y est pas. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fracture entre les Français et le gouvernement. Les Français n'ont plus confiance en Emmanuel Macron et pour cause, il nous propose un débat d'idées. Mais clairement, moi, je veux insister sur le fait que M. Macron a enfumé et a menti aux Français lundi soir. Je reviendrai juste sur la CSG. M. Bonnel ne sera pas là pour nous le confirmer, mais il est donc député à l'Assemblée nationale. Il nous a proposé pour les retraites de moins de 2000 euros l'exonération de la CSG. Seulement ce qu'il a oublié de dire, est-ce que M. Bonnel aurait pu nous confirmer s'il a siégé à l'Assemblée nationale ? La hausse qui a eu lieu soit annulée, voilà. Voilà, la hausse a été annulée. Seulement, début décembre, à l'Assemblée nationale, ils ont gelé les pensions de retraite. Ils ont gelé les pensions de retraite pour l'année 2018. C'est-à-dire ce que... 0,3. Oui, mais bon, ce que lundi soir, Macron a redonné aux retraités, en fait, il leur avait repris une semaine avant. Et pour les retraites qui ont plus de 2000 euros, c'est la double peine, parce que eux, ils n'ont pas l'exonération de la CSG et ils
auront le gel des retraites. Donc tout ça, donc voilà, il ne peut pas... On arrive à la fin. Juste insister à quelque chose de très important, c'est qu'il a accusé les Gilets jaunes d'être responsables des meurtres, des décès qui avaient eu lieu en France. Je voudrais quand même c'est dommage qu'il ne puisse pas parler des blessés qui sont Merci Madame Kouativi. Voilà, c'est très important de rétablir la vérité. Andrea Cotarac, cette grande concertation, vous dites chiche, banco, on y sera? Écoutez, moi je vais revenir sur l'écologie, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron sait ce qu'il faut faire aujourd'hui. Emmanuel Macron, je le rappelle, c'est le ministre qui a remplacé des trains par des cars. Donc en termes d'écologie, c'est un archaïsme absolu, personne n'y croit. J'étais à la marche pour le climat, qui était tout à fait pacifiste et sereine. D'ailleurs, personne n'en a parlé tellement c'était calme et constructif. TLM en a parlé, on a fait un reportage. TLM en a parlé. J'ai vu des parents, vous savez que chez nous, on a un enfant sur 2 de moins de 5 ans qui a des maladies respiratoires. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la pollution impacte directement les gens. Malheureusement, Emmanuel Macron a privatisé les turbines hydrauliques, c'est-à-dire les barrages. Il privatise les barrages. On veut privilégier le train pour l'écologie, justement. Il ferme des petites gares. Il privatise le transport ferroviaire. Les chantiers navals, il les offre aux Allemands. Le TGV, il le vend. C'est l'inverse. Les chantiers navals aux Italiens, les TGV aux Allemands. Bref, je crois à un moment donné que lorsqu'on a des écologistes dans la rue, des lycéens, des étudiants, c'est peut-être pas tout le monde qui a tort. C'est peut-être à eux de revoir leur politique. Pierre Caillard, un mot de conclusion. Non, je trouve que ce qu'on a illustré ce soir, c'est que si on veut chacun se donner une chance de regarder le monde tel qu'il est à partir d'un angle un peu différent, c'est bien dans cet exercice-là que chacun peut apporter sa pierre. Sa pierre à un projet un projet national, mais qui donnera et qui répondra aux défis, aux multiples défis qui soient effectivement environnementaux, aux défis qui sont démocratiques. En témoignent aussi les attentes à la fois d'une réelle reconnaissance des citoyens, mais aussi de décisions qui viendraient uniquement du président de la République d'une manière descendante. Donc les attentes de co-construire, les attentes de co-construire ensemble une société qui soit plus fraternelle et plus égalitaire. Merci beaucoup Yvan Bachot. Un mot de conclusion. On arrive à la fin de cette émission vraiment. Nous allons faire voter des bureaux de vote qui ont voté pour LRM à 22,53%. Et nous publierons les résultats de gens qui ont soutenu à bulletin secret le référendum en toute matière, j'insiste bien, en toute matière. Nous, ce qu'on voudrait maintenant, c'est revenir au fondement même de la Constitution, à savoir un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, et plus un gouvernement de privilégiés élitistes qui ont été élus par une partie du peuple, mais pour la finance. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce débat. On a été un peu perturbés par des problèmes techniques indépendants de notre volonté. On aura l'occasion, bien sûr, d'organiser d'autres débats dans le cadre de cette grande concertation. Merci à vous toutes et tous d'être venus ce soir. Merci.